Conseil Immo Pro, votre rendez-vous immobilier belge par des pros pour des pros. Hello Geoffrey, hello Léa. Salut. Hello. Merci de rejoindre mon micro. On va parler de personal branding, ça tombe bien, c'est votre spécialité, mais finalement sous un angle très différent. Du coup, je vous laisse vous présenter. Donc moi c'est Geoffrey, je suis directeur d'agence chez Winvest pour la région de la Haute-Seine, donc tout ce qui est Braine-le-Comte, Tubize, Enghien, Soignies, etc. Et oui, le personal branding, moi je suis assez actif sur les réseaux sociaux. Tu as été identifié comme une des personnalités les plus influentes, d'abord sur TikTok, mais aussi de manière générale sur les réseaux sociaux pour l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a poussé sur cette voie ? Franchement ça a été un petit peu par hasard, parce que j'ai vu beaucoup de gens faire ça, je regarde beaucoup ce que les agents immobiliers font aux États-Unis. Et un jour j'étais en vacances, j'ai juste mis une vidéo, elle a un petit peu percé, je me suis dit ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ici. T'étais torse nu, c'est ça ? Non, même pas. Enfin, j'étais torse nu peut-être quand j'ai posté, mais pas dans la vidéo. Ok, et quant à toi Léa ? Moi c'est Léa, donc je travaille en marketing chez Winvest au niveau contenu. Et du coup moi j'ai une position un peu moins personal branding pour moi-même, mais par contre je suis là pour pousser nos agents, nos directeurs d'agence et notre fondateur Jonathan Pham à mettre en place du personal branding pour se marketer quoi. T'es un peu le ghostwriter finalement de Jonathan. C'est ça. Finalement il insuffle les idées, mais tu es là la fée qui met en place tout ce personal branding, qui s'assure qu'il poste de manière régulière. T'essayes. En tout cas. Qui se market bien finalement. C'est ça, John, ça reste quand même l'image de Winvest aujourd'hui. Je pense que c'est le premier visage qu'on associe à Winvest, humain, je veux dire. Et l'idée, c'est que ça continue. Et donc, pour nous, c'est super important qu'il soit actif sur les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier, parce que John, c'est vraiment l'aspect business et l'aspect networking qui importe. Et donc, c'est là-dessus que j'essaye de l'accompagner. Super. Du coup, si on veut remettre un petit peu de contexte pour commencer ce podcast, c'est quoi exactement le personal branding ? Donc personal branding, personnel, donc c'est vraiment la personne, et branding, donc c'est tout ce qui est publicité, marketing, etc. Donc c'est le marketing de la personne, là où les marques classiques, grandes enseignes, etc., de services, de produits, vont faire de la publicité avec leur logo. Ici, c'est la personne qu'on met en avant, son côté humain et ce qu'elle représente. Tu veux rajouter quelque chose ? Je pense que tout est dit, mais aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de mettre de l'humain sur une marque pour avoir cet aspect confiance quand on veut travailler avec une marque de manière générale. Mais ici, je vais parler immobilier. Quand on veut confier son bien à un agent immobilier, par exemple, on veut le confier à un agent immobilier parce qu'on l'a vu en action potentiellement, on a vu son contenu ou on l'a croisé sur des panneaux dans la rue. Mais en tout cas, il y a un aspect rassurant de connaître la personne avant de pousser la porte de l'agence. Donc voilà, ça met un visage, ça met quelque chose d'humain sur qui va s'occuper de finalement un des projets les plus importants de la vie d'un vendeur ou d'un acheteur d'ailleurs aussi. Donc, moi, je rajouterais que c'est peut-être aussi la combinaison finalement entre l'humain et toute sa personnalité soutenue par une marque avec tous ses services. Et globalement, l'un va avec l'autre. Et c'est notamment pour ça qu'on pousse, malgré que Winvest est quand même une marque assez forte et soit assez présent au niveau marketing, mais qu'on pousse individuellement chaque agent de pouvoir développer leur personal branding parce que c'est tout à fait combinable et on ne doit pas que se reposer sur la marque ou à l'inverse. Peut-être qu'un personal branding seul, sans une entité derrière soi, c'est peut-être un peu faiblard. Je pense que Winvest apporte l'aspect notoriété globale, la confiance globale autour de la marque de Winvest. Après, Winvest ne va pas permettre d'aller chercher au niveau local, par exemple dans ton agence, si quelqu'un veut travailler avec toi, c'est toi qui dois faire le dernier pas pour le convertir. Et c'est là où ton personal branding va entrer en jeu. Tu as la puissance de Winvest qui soutient. En gros, on te passe le ballon et tu marques le goal. Oui, c'est exactement ça. La marque est super importante au niveau national avec tout ce qu'on fait, l'émission télé, tout ce qui est ads, etc. Mais après, je pense que localement, comme tu le disais, c'est très important d'être le visage de ta région, un petit peu le leader de ta région, l'agent immobilier du quartier, mais pas que justement en disant, évaluation gratuite, etc. Enfin, tu vois, le genre de publicité un peu classique, se mettre en avant en tant que personne avec ta propre personnalité. Ça peut séduire d'autres personnes parfois qui te suivent sur les réseaux sociaux ou autres, mais au moins ils peuvent se dire ok, ce gars-là, même si je le connais pas, il a l'air sympa, en plus de ça, sa marque elle est forte, donc je vais plus facilement lui faire confiance. Il y avait une définition que j'aimais beaucoup qui disait le personal branding, c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Et c'est finalement incarner un message au-delà d'une conversation. Tout à fait, c'est ça. Et puis après, quand on n'est pas dans une pièce, ça veut dire qu'on y a été. Au-delà de ça, quelqu'un qui te suit, que tu ne connais pas, mais au final, lui va parler de toi en disant justement tout ce qu'il ressent en regardant tes réseaux sociaux par rapport à ce que tu dis, ce que tu peux partager par rapport à ta vie personnelle et par rapport à ton professionnel aussi, parce que pour moi, le personal branding, c'est très important de mêler les deux. On y reviendra, ça. Ouais. Et si tu veux ce genre de phrase aussi, j'en avais une qui est on n'aime pas voir des publicités, mais on adore faire du shopping avec un ami. Et nous, c'est un peu ça, c'est être l'ami à côté. Ton personal branding, c'est un peu ça, tandis que la publicité, ça, c'est le marketing un peu plus global. Ok, oui, cet ami qui te conseille d'acheter ce t-shirt ou voilà, c'est ça. Être à côté et pas devant toi à faire tout un blabla, quoi.
Ok. Finalement, si on doit le résumer, pourquoi est-ce qu'on doit faire du personal branding en tant qu'agent immobilier? En fait, ça permet d'avoir une approche beaucoup plus certainement percutante qu'un message global d'une marque. La marque, elle est là pour insuffler une image et toi, tu es là pour finalement convertir avec ta personnalité et ta plus-value en tant que personne. Ouais, tout à fait. Et je rajouterais qu'à l'heure actuelle, il y a l'évolution qui se fait au niveau marketing aussi. À l'heure actuelle, les gens s'accrochent beaucoup plus vite à une personne qu'à une marque. Et maintenant, grâce aux réseaux sociaux, etc., et grâce aux marques qui l'ont compris en mettant l'image, par exemple, d'un agent sur leur panneau, etc., les gens vont pouvoir vraiment s'accrocher à cette personne-là. Chez nous, c'est plus l'agent qui travaille chez WeInvest, c'est cet agent-là. Ben oui, il fait partie de cette agence, mais c'est Jérémy, c'est Valentin. voilà, c'est ça. Ouais. On est vraiment raccroché à cette personne-là et on ne parle plus forcément du nom de l'agence après parce que c'est lui qui est mis en avant constamment et les gens se raccrochent à lui. Oui, finalement, les gens font plus confiance à un humain qu'à une marque. Ouais, moi j'en suis certain. Ouais. Je ne sais pas combien de millions de posts sont publiés tous les jours, mais finalement, comment est-ce qu'on se démarque dans cette masse de contenu publié quotidiennement et finalement, comment est-ce que... il y a la volonté de travailler sur son personal branding et puis il y a comment on y arrive. Je pense que c'est déjà savoir comment fonctionnent les réseaux sociaux, comprendre que les gens ont une capacité d'attention maintenant qui est minimum. Minimum, ouais. Avant, on parlait de 3 secondes, maintenant on parle de 2 secondes, donc il faut vraiment séduire, donc il faut savoir jouer avec ça. Il faut savoir le message, il faut être soi-même, il ne faut pas être trop lisse, il faut pouvoir justement mettre sa personnalité en avant, mettre tout ce qu'on représente en avant. Et oui, il ne faut pas être noyé dans la masse, il faut vraiment sortir du lot en montrant qui on est et en étant accrocheur dès les premières secondes. Ouais, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de prendre le créneau d'une niche. Parce qu'au final, vouloir s'adresser à tout le monde, c'est parfois un peu s'adresser à n'importe qui. Ou à personne. Ou à personne, exactement. Et donc, parfois, il faut se dire, OK, moi, mon expertise, elle est là-dedans. Et donc, je vais me focuser vraiment là-dessus. Je pense à toi en tant qu'agent immobilier. Je sais que tu as aussi, par exemple, une expertise en crédit. C'est pas le créneau que tu as pris, mais tu aurais très bien pu vraiment pousser le vice encore plus là-dessus pour qu'on se dise, OK, cette personne-là, elle devient ma référence quand j'ai besoin de ce sujet, alors qu'un autre agent immobilier, il va me parler de ce que tous les autres agents immobiliers me parlent. Faut pas avoir peur, parfois, de chercher là où il n'y a pas encore. Et alors évidemment, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est clairement, il faut mettre sa personnalité en avant. Finalement, le contenu que tu postes vs le contenu que je vais prendre Louis de chez WeInvest, qui est aussi un personal branding de plus en plus travaillé. Je pense que dans le fond, les sujets que vous allez aborder vont être à peu près similaires. Dans le fond, c'est les mêmes thématiques, c'est les mêmes concepts immobiliers que vous expliquez à vos potentiels clients. Ce qui vous différencie, c'est la manière dont vous l'expliquez, c'est votre tone of voice, c'est votre personnalité, c'est votre émotionnel, entre guillemets, la relation que vous créez avec votre communauté. Et c'est ça qui va vraiment faire que finalement, je vais suivre plutôt Geoffrey que Louis. Il y a aussi l'aspect local, forcément, vous n'êtes pas dans les mêmes régions. Mais il y a aussi cet aspect, comment tu t'adresses. Moi, j'ai peut-être plus d'affinité avec ton tone of voice ou à l'inverse avec celui de Louis. Et donc, c'est comme ça que même si le contenu peut être dupliqué par d'autres agents immobiliers, il y a finalement un aspect relationnel qui se crée avec ta communauté. Une affinité. Ouais, une affinité, Ouais. exact. Tu as parlé de local aussi, c'est assez intéressant parce que globalement, la Belgique n'est pas très grande et l'immobilier est malgré tout régionalisé. Donc, on parlait tout à l'heure de Louis qui est dans le Brabant wallon et toi, t'es quoi, à une 30aine de kilomètres maximum. Donc, globalement, même pas. Mais globalement, vous allez effectivement amener chacun votre personnalité aussi au niveau ultra local et pouvoir vous identifier comme la personne de référence sur place. Et vous n'allez pas vous faire concurrence. On ne se fait pas concurrence déjà par rapport à la manière dont on explique les choses, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais aussi par rapport au local. Je pense qu'en France, ils le font encore plus et ça arrive beaucoup en Belgique maintenant de plus en plus, c'est que l'agent devient presque un guide touristique de sa région. Donc je crois qu'il y a vraiment cet aspect-là. Moi, je vais pouvoir parler plus facilement des quartiers dans lesquels je travaille, mais il y a des gens qui vont encore plus loin et ils présentent les commerces de leur région sans parler d'immobilier, ils font juste un post là-dessus. Ils créent même des guides de leur région pour montrer que c'est eux et personne d'autre qui maîtrisent cette région-là. Et je trouve que c'est pas mal, même si parfois on oublie un peu l'aspect immobilier. Pour moi, je pense qu'il devrait toujours avoir une petite touche, mais je crois que c'est franchement chouette. J'en viens finalement à mon acronyme que je garde toujours en tête pour créer du contenu. C'est ELIAS, donc c'est éducatif, local, informatif, inspirant, comme je ne sais plus quoi. Mais il y a vraiment le côté local qui intervient et tu peux t'abonner à un agent immobilier parce qu'il fournit des conseils sur l'immobilier de manière générale et qui va s'appliquer à toute la région, mais aussi pour effectivement ces conseils ultra locaux à se dire, ok, je viens d'acheter à Braine-le-Comte et oui, pendant toute ma recherche, j'ai suivi Geoffrey parce que je sais qu'il va poster en avant-première, c'est bien sur ses réseaux sociaux, mais je vais continuer à le suivre parce que je sais qu'il va me donner du contenu sur ce qui se passe dans la commune, etc. etc. Et finalement, c'est garder des followers sur du plus long terme et pas juste au moment où tu es en recherche.
Tout à fait. Puis il y a beaucoup de gens qui changent de région, tout simplement. Des gens qui recherchent à aller dans les Ardennes. Moi, personnellement, je suis en périphérie bruxelloise, donc il y a beaucoup de gens qui recherchent à quitter un petit peu la région de Bruxelles et aller dans un coin où tu as une gare qui est bien desservie, etc. Moi, je suis dans cette zone-là, donc clairement, je sais que j'ai beaucoup de Bruxellois qui me suivent pour ça. Donc du coup, parler un petit peu d'événements locaux, un petit peu des changements de la ville, etc. Je sais que ça parle à ce genre de personnes aussi. Ouais. Et tant qu'on est dans le local, on parle beaucoup réseaux sociaux, etc. Mais le personal branding, c'est aussi en offline finalement. Et participer à ces événements locaux, participer à la course de vélo qui fait le tour du pâté de maison, etc. C'est aussi du personal branding, c'est du networking, mais ça reste aussi de se montrer. Voilà, j'imagine que c'est le moment où tu partages aussi ton business avec de potentiels clients que tu croiserais sur place. Donc on parle beaucoup réseaux sociaux, mais finalement il y a aussi l'aspect local, mais physique, le fait d'être présent dans ces événements et pas juste en parler, pas dire je connais ce resto, mais y être allé, avoir été sur place et ce genre de choses, ça joue énormément aussi. Avoir tes cartes de visite sur place, exactement, ça joue, et tes panneaux et tes flyers, etc. Nous, on mise beaucoup là-dessus. C'est clair, là on a parlé beaucoup de l'aspect réseaux sociaux, mais comme tu dis, être présent dans sa zone, être présent à tous les événements, c'est ultra important parce qu'on parlait tout à l'heure de la force du marketing global d'un franchiseur comme Winvest par exemple, qui va donner vraiment une impulsion, mais derrière, toi tu dois être présent, tu dois rencontrer les gens, surtout que les gens adorent parler immobilier, donc du coup, tu vas être mené à d'office en parler, comment le marché actuellement, tiens j'ai un ami qui recherche ça, tiens moi j'aimerais bien vendre, etc. Donc être présent, c'est ce que je donne comme consigne à mes agents, c'est ça, c'est présent à tous les événements dans votre région, sponsoriser les événements qui en valent la peine, à qui vous avez peut-être des liens aussi avec des gens qui y participent, montrer ta tête sur des panneaux, des bâches, etc. L'impulsion de la franchise derrière qui va faire des publicités, un marketing pointu pour être présent nationalement, et toi sur les réseaux sociaux aussi, montrer ta tête, quoi. Exact. Ça me fait penser finalement au rôle d'un politicien en campagne, finalement. C'est vraiment ça, hein, que ce soit au niveau des affiches, au niveau des élections, mais c'est pouvoir aller à la rencontre et se montrer très accessible. Ok, je suis le gars qui est suivi par des milliers de personnes sur Instagram, mais je suis aussi le gars que tu peux croiser au café du coin le vendredi soir. Finalement, je pense que c'est cette combinaison qui rend les choses très, très fortes. Exactement. Moi, mon père me disait toujours, un indépendant, c'est un politicien qui est non-stop en campagne. C'est exactement ça. Parce que ta réputation, parce que ton image, être en contact avec les gens, etc., c'est tout le temps non-stop, pas juste pour avoir des voix à un moment T, c'est pour en fait que les gens pensent à toi n'importe quand durant l'année. Donc c'est exactement ça. C'est aussi avoir une belle image de toi. Tu parlais d'être là au café du coin. Ben, clairement, quand tu es dans des événements plus festifs, les gens viennent plus facilement vers toi, discutent plus facilement de leur projet parce que tu es dans un cadre qui n'est pas du tout une publicité, un salon de l'immobilier ou je ne sais quoi, c'est vraiment beaucoup plus détendu. Toi, tu es présent, ton concurrent ne l'est pas, mais la personne elle va t'en parler du coup à toi de son projet. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir être présent à des moments où tu n'as pas un objectif commercial à ce moment-là. Et voir aussi ta personnalité autre avec tes amis. Des conseils et des choses comme ça qui sont gratuits, que ce soit au niveau des contenus, au niveau des réseaux sociaux ou au niveau d'un échange interpersonnel, se dire ok, là j'ai rien à te vendre, je viens juste te conseiller, tu te positionnes comme une personne de référence, et puis au moment où les gens sont prêts à passer à l'achat, à la vente, etc., ben, ils se souviendront de toi et ils diront ok, ce gars à ce moment-là, au moment où j'étais complètement paumé, et ben il m'a aidé sans attendre quoi que ce soit en retour, mais du coup là ça va créer un impact fort, je pense. Tout à fait, ultra important pour moi ça. Et même parfois, j'irai même plus loin, c'est qu'on a des gens qui, parfois moi, ils me disent bah je viens d'acheter ou je viens de vendre. En soi, c'est pas. Loupé le coche. J'ai loupé le coche, mais de moi-même, je vais quand même déjà les féliciter s'ils ont fait une réussite dans leur projet. Et parfois, ils me parlent d'un petit souci qu'ils ont eu durant la transaction parce que je vais moi-même demander comment ça s'est passé, etc. Et je peux donner des conseils qu'ils n'avaient peut-être pas pensé. Ils m'ont dit, enfin moi on m'a déjà dit dans le passé, ah oui en fait j'avais pas pensé à ça, mais si j'étais passé par toi ou si on en avait parlé avant, j'aurais peut-être eu plus de facilité dans mon projet. Du coup ces gens-là, si le lendemain ils sont en contact avec quelqu'un qui a un projet, ils vont peut-être me recommander moi plutôt que quelqu'un d'autre parce que j'ai pris le temps de discuter de ça avec eux. Oui, et finalement le bouche à oreille, on sait bien que c'est la forme la plus importante de publicité. Donc même si tu touches des personnes qui n'ont pas un projet de vente immédiat ou d'achat, ben, globalement tu vas pouvoir générer de la recommandation, c'est très juste. Ouais, le personal branding, c'est aussi un peu un travail de fond. Hein. Tu vois peut-être pas directement le retour sur investissement, d'avoir ta tête sur tes panneaux et d'être un peu plic-ploc partout dans ta région. Mais finalement, le jour où un potentiel vendeur va chercher son agence immobilière, il va penser à ta tête qu'il a vue. Et le jour où il poussera à la porte de l'agence et qu'il va te voir, il y a un aspect où il y a presque un sentiment de je connais déjà un petit peu la personne. Et donc, tu as un premier pied qui est mis dans la transaction de ce client. Tu as dit quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il faut être là, plic-ploc, etc. Il faut répéter l'effort. Ouais. Et c'est un vrai marathon, c'est pas un sprint, c'est comme les réseaux sociaux. Certaines personnes mettent 2 vidéos, ils disent ça fonctionne pas en fait. Mais c'est pas en faisant ça que tu vas réussir. T'as mis combien de temps à créer la communauté que tu as aujourd'hui ? J'ai posté pour la première fois, je crois que c'était en 2022. Ouais.
Et niveau notoriété globale par rapport à mon personal branding, je veux dire un peu plus, je dirais, c'est seulement, ça fait peut-être 1 an que ça décolle vraiment. Maintenant, j'ai eu des leads, j'ai eu des clients grâce à ça pendant ces années précédentes. Mais moi, ça n'a jamais été vraiment mon focus premier de vraiment avoir des clients à tout prix. Ça n'a jamais été vraiment ça. C'était plus, j'aimais bien déjà l'idée de donner des conseils gratuits parce que je me disais, mais purée, personne ne fait ça. Donc, allez, let's go, on y va. Et je me suis dit, si j'ai des clients à aller chercher là-dedans, ça viendra naturellement et ce ne sera pas mon but premier. Puis ça redore un petit peu le blason de l'agent immobilier, on va pas se le mentir. On a quand même une image assez tenace sur des agents immobiliers qui sont extrêmement avares et qui roulent en Porsche et qui sont prêts à vendre leur mère pour gagner une commission. Donc oui, je pense que pouvoir donner sans attendre quoi que ce soit en retour, sans avoir une quelconque intention de vente ou d'achat, ben, ça redore effectivement cette image très négative qu'on a des agents immobiliers. Tout à fait. Bah, souvent, ça se voit de plus en plus. C'est les gens qui vendent des formations, qui ont un produit à la fin de leur vidéo qu'ils mettent en avant. Moi, ici, je n'ai rien à vendre si ce n'est ma personne et mes conseils, juste un petit like, un petit abonnement, quoi, au final. Là, on est matraqué de choses à vendre sur les réseaux, même via le personal branding, mais un peu trop, pour moi, punchy. Je crois que donner du conseil, c'est beaucoup plus bénéfique que de réfléchir à comment je vais avoir un nouveau client. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie, mais voilà. On est en train de dangereusement tomber sur une masterclass sur l'inbound marketing. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est vraiment les clés de l'inbound, de fournir des conseils. Et au final, au plus tu donnes des conseils, je trouve, au plus tu donnes tes secrets d'agent immobilier, au plus tu démontres ton expertise parce que tu es en train de leur dire, je vous donne toutes les clés. Et malgré ça, j'ai quand même confiance dans le fait que... Je peux t'apporter quelque chose. Ouais, je peux t'apporter quelque chose. C'est clair, je crois que tu regardes un tuto pour savoir comment t'opérer le bras. Bah, tu vas peut-être y réussir. Enfin, je pense on en a discuté beaucoup chez Winvest, on a communiqué là-dessus. Mais je crois que tu peux avoir tous les tutos du monde, tu peux lire tous les livres que tu veux, faire toutes les formations en ligne que tu veux. Tu remplaceras jamais un professionnel qui a 10 ans d'expérience, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les nouveaux créateurs de contenu? On parlait finalement de localité, ultra-locale. Finalement, ça permet à chacun de trouver sa place? Je pense que oui. Maintenant, il ne faut pas copier les autres. Et il ne faut pas non plus s'effacer et s'oublier. Il faut vraiment montrer sa personne. Et je crois que si tu es très vrai et que tu as un peu capté quand même comment fonctionnent les réseaux sociaux, etc., tu peux sortir ton épingle du jeu. Je suis assez alignée là-dessus. Je pense que c'est vrai que le marché de la création de contenu, on va dire, est de plus en plus saturé. Et je pense qu'il y a quand même une réalité là-dessus, c'est que beaucoup de gens voient la plus-value. On en parle et c'est pas pour rien. Et beaucoup de gens voient la plus-value de partager du contenu. En revanche, je pense pas que ça soit saturé au point qu'on n'ait plus possibilité de faire sa place. Je crois qu'il faut, comme tu le disais tout à l'heure, arriver à se démarquer, à sortir son épingle du jeu. À partir du moment où tu sais pourquoi tu es sur les réseaux sociaux, que tu sais comment tu t'adresses, à qui tu t'adresses, je pense que si toi, tu as confiance en ce que tu partages, ça va forcément toucher quelqu'un à un moment donné. Et on a des réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'il y a évidemment les réseaux sociaux classiques, Facebook, Insta, qui sont là, pour le coup, déjà bien occupés d'agents immobiliers. Mais il y a des réseaux sociaux qui sont plus nouveaux, même si on ne peut plus vraiment parler de nouveautés, mais qui sont quand même plus récents, comme TikTok, qui laissent la place vraiment au buzz et au fait de pouvoir grandir très vite, très rapidement et très fortement, quoi. Tu parles de se faire sa place. Je pense que justement, il faut savoir qui tu es, qui tu veux aider, comment tu les aides et transmettre ça à ta manière. Parce que si tu fais que des trends, tu vas faire une vidéo qui fait 1 million de vues, mais en fait, oui, c'est chouette de voir des stats et de voir le 99+ notifications s'allumer, mais en fait, ça t'apporte rien d'autre. Donc, il faut créer du lien avec sa communauté et se faire une place. Je crois que c'est en mettant sa petite patte derrière. Quand tu regardes YouTube, on voyait les gros youtubeurs avant. On se disait, mais personne n'aura une place comme eux. Et au final, il y a des nouveaux qui arrivent, puis il y a encore des nouveaux avec des nouveaux concepts, etc. Et c'est un peu ça. Je pense qu'il faut recycler des nouvelles choses ou alors créer des nouvelles choses, mais pas juste copier ce qui se fait, quoi. Tu m'amènes une transition parfaite finalement, parce qu'on se le dise, c'est pas les vues ou c'est pas les followers qui vont payer le loyer. Du coup, comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans du contenu juste pour le buzz, mais qui n'apporte pas de valeur et du coup, in fine, qui n'apporte pas des mandats? Justement, en ne faisant pas que des trends. Je pense qu'il faut le faire si tu aimes ça. Il faut réfléchir à ce que tu aimes faire déjà. Si tu aimes bien parler face caméra et t'adresser comme si tu t'adressais à un pote, je pense, vas-y, fais-le. Si tu aimes bien le faire plus en mode, je raconte ma journée, fais-le. Si tu veux raconter des anecdotes un petit peu comme ton journal intime, fais-le. Mais fais-le à ta manière, en étant transparent et pas juste en faisant ce que font les autres, en essayant de lire un script chat GPT, mais en copiant la mise en scène de quelqu'un d'autre, ça va être plat, ça va être tiède et les gens vont pas s'abonner, les gens vont pas t'envoyer de message et tu vas rien créer de
très positif avec ça, je pense. Ouais, et de manière un peu plus théorique, il y a quand même des indicateurs hyper intéressants qui sont fournis par les réseaux sociaux, c'est les stats. Et le tout, c'est de regarder les bonnes stats. Et jusqu'à maintenant, on regardait, je pense, par un peu égo, les stats qui font plaisir, comme le nombre de followers, le nombre de likes, etc. Évidemment, ça compte, c'est pas du tout à mettre de côté, mais maintenant, on voit quand même une tendance à analyser des stats un peu plus quali. Un like, ça se met en 2 secondes, ça veut pas dire que le post a vraiment été apprécié. C'est peut-être un de tes fans inconditionnels qui a réagi. Ta maman. Ta maman, par exemple. Mais il y a aussi toutes les stats qui sont beaucoup plus intéressantes et que les algorithmes prennent de plus en plus en compte. Et c'est justement l'envoi en DM à un ami du post, c'est le temps que tu passes sur le post, c'est les commentaires, les enregistrements, toutes ces choses qui sont un peu moins visibles, parce que c'est vrai que les likes, les followers, tout ça, c'est des choses qui sont mises très fort en avant par les plateformes. Mais finalement, c'est plus vraiment ça qu'elles prennent en compte. Et en fait, il y a énormément d'inside à tirer de ces stats. Si tu vois qu'à chaque fois, on quitte tes vidéos après 1 seconde, ok, peut-être qu'en fait, tu as un très bon hook, mais que la suite, c'est compliqué, par exemple. Hook, du coup? Alors, petite définition du hook. On le sait aujourd'hui, les gens scrollent, je pense qu'on le fait tous, tchac, 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 on prend 2 secondes avant de décider si oui ou non on va rester sur la vidéo. Et le hook, c'est vraiment ce crochet, pour être littéral, pour accrocher les gens dès la première seconde de la vidéo et faire en sorte qu'ils ne vont pas te scroller et qu'ils vont aller continuer à regarder ta vidéo. C'est quoi un bon hook, hein, Geoff? T'es quand même expert là-dedans. Un bon hook, c'est, je pense, donc accrocher, comme tu dis, l'attention des gens. Je vais peut-être te donner un exemple, ce sera peut-être plus concret, sur une vidéo que j'ai mis récemment qui a un peu suscité de l'intérêt, etc. C'était par rapport au fait que, quand on achète en couple, il faut bien tout prévoir dès le début. Donc je pourrais faire quelque chose de très théorique, très juridique sur la manière d'expliquer ce sujet-là. Mais au final, qu'est-ce que j'ai dit? Quelque chose auquel j'ai été confronté. Un couple s'est séparé et ils se sont disputés devant moi. Je sentais que ça se critiquait l'un l'autre. Je l'ai mis en storytelling en expliquant que un couple s'était disputé de manière très virulente face à moi, et j'ai dit ça dès les premières secondes. Donc les gens se disent tiens, ok, pourquoi ils se sont disputés, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'explique que ils se sont séparés, il s'est passé ça, ça, ça. Donc si toi aussi tu ne veux pas commettre cette erreur, prends ce genre de choses en compte. Donc j'aurais pu le dire d'une manière plate et très comme je disais, juridique, en disant bonjour les amis, je vais vous expliquer quelque chose. Ça, tu passes à autre chose, tu tombes sur des vidéos de chats, ça te plaît beaucoup mieux, tu vas la regarder, quoi. Tu vois, donc moi j'explique quelque chose qui m'est arrivé, une histoire, un storytelling, comme je l'expliquerais à un ami, et d'office je vais attirer un peu plus l'attention que si j'avais dit ça d'une manière d'un prof, je veux dire. T'as déjà pensé à adopter un chaton pour commencer? Non, par contre ça pourrait être bien d'avoir à chaque fois un petit touche animalière. Regardez, il fait des choses à côté de moi, je vais vous expliquer quelque chose. Concentrez-vous sur lui pendant que je vous explique. Typiquement, regarde comment maintenant on divise la vidéo en 2. En dessous, on met un truc qui va te donner de la dopamine ou je ne sais pas. Des gens qui coupent des légumes et tout ça, vous avez vu ça? Et au-dessus, tu as quelqu'un qui explique son produit, son service. Ouais. Mais globalement, est-ce que c'est pas tronquer les stats, hein? Si moi j'ai une double vidéo comme ça, je vais me concentrer sur le gars qui est en train de couper ou qui passe le Swiffer, etc. C'est le but de ces vidéos. Mais donc, globalement, on ne retient pas le message. On en revient à finalement cette différence qui, je pense, est pour moi capitale. C'est la différence entre la visibilité, être vu, l'autorité, être cité, et puis être vraiment référence et que les gens se souviennent de toi. Globalement, bien sûr qu'on peut avoir des super stats où on dit ah oui, le contenu a été regardé, mais s'il n'est pas retenu et s'il n'est pas intégré par ce client, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est clair. Après, ça, c'est des gens qui veulent avoir des bonnes stats sur TikTok, etc., pour avoir de l'argent. Parce qu'ils vont dépasser la minute, parce que tu as réussi à... Dès qu'il perd l'attention de ce qu'il y a au-dessus, du message du dessus, il va regarder en dessous, donc il va rester sur ta vidéo, il va regarder plus, tu auras plus d'argent. Donc lui, il n'aura pas quelque chose à vendre comme nous, notre personne qui vend un service. Lui, ça ne l'intéresse pas, ça. Mais en tout cas, ça montre un exemple de ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour capter l'attention et garder les gens face à ta vidéo, quoi. À trop vouloir jouer le jeu de l'algorithme, on peut parfois un peu perdre en qualité. Je pense qu'il faut trouver la bonne balance entre oui, l'algorithme dit que si j'ai plus de vues, je vais plus montrer. Et donc, dans ce cas-là, je fais que des vidéos d'1 seconde qui vont obliger les gens à regarder 15 fois la vidéo pour pouvoir lire en entier, par exemple, ce genre de choses. On peut jouer avec l'algorithme de cette façon. Il y a un moment donné, je pense que les gens qui cherchent de la qualité vont de toute façon se lasser. Ici, en tant qu'agent immobilier, c'est vraiment pas l'objectif. Donc, il faut arriver à jouer intelligemment dans le sens où on ne peut pas non plus ignorer les règles de l'algorithme si on veut quand même pouvoir toucher un public intéressant. Mais il ne faut pas non plus tomber dans ce genre d'extrême qui en fait n'a plus d'intérêt du tout pour la qualité du contenu. Tout à fait. Et je dirais par rapport à ça, pour avoir un retour d'expérience par rapport à moi, au début, je n'étais que sur TikTok. Et ensuite, très mauvais move, parce que j'aurais dû faire les deux en même temps. Mais ensuite, je me suis dirigé vers Instagram et je me suis dit, OK, comment je vais sortir mon épingle du jeu sur Instagram qui est un petit peu bouché, etc. Et j'ai mis franchement au moins 3-4 mois à trouver qui je voulais être sur les réseaux vraiment et ma manière de communiquer. Et je crois que c'est ça qui est peut-être dur dans le personal branding,
Mais au final, une fois que tu l'as trouvé, ça peut te mettre 3 jours comme quelques mois comme moi. Mais une fois que tu l'as trouvé, au moins tu es beaucoup plus à l'aise et tu seras beaucoup plus à l'aise dans la discipline à le faire tout le temps parce que ça te plaira beaucoup mieux aussi. Ouais. Et du coup, comment on passe, je reprends mes 3 concepts clés, comment on passe d'être visible à devenir la référence? Comment on met de côté le divertissement pur et dur pour tomber dans l'expertise? Ce qui est finalement ce que cherchent les clients, enfin, ce qu'on cherche dans le personal branding. Je pense qu'il faut avoir une balance. Le divertissement, c'est une porte d'entrée pour potentiellement toucher un nouveau public. Et après, tu maintiens ce public avec ton expertise et la qualité. Et c'est là où les gens vont se dire, OK, peut-être que je suis arrivée sur ce compte grâce à une vidéo un peu trend qui est arrivée jusque dans mon feed, mais je suis restée sur ce compte parce qu'en fait, en scrollant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment appris quelque chose et que si je reste sur ce compte, je vais encore apprendre des choses. On a tendance un peu, et c'est normal, à se dire, moi, je ne veux pas tomber dans le jeu des trends, etc. C'est un peu parfois décrédibilisant ou en tout cas pas très quali. Je pense que dans le fond, c'est un peu le cas. Mais ça a aussi la plus-value de pouvoir avoir une découvrabilité qui est plus grande. On arrive à la personne grâce à ça et puis on l'accroche grâce au reste de notre contenu qui est du coup là super quali et qui permet d'apporter une vraie plus-value, quoi. Question un peu cash, est-ce que le personal branding apporte réellement des mandats? Tu as dit que ça a pris quand même un peu de temps. Oui, ça apporte des mandats. C'est clair. Quelle hauteur? À quelle hauteur? Je crois pas assez, peut-être par rapport au nombre d'heures que moi je mets dans mes contenus, parce que j'aime peut-être un peu trop ça, de faire le contenu, mais tu peux signer des missions grâce à ça, et je crois que à l'avenir, dans les années qui arrivent, ce sera vraiment ça qui jouera. Et plus tôt tu t'y mets, au mieux ce sera plus tard, parce que le jour où tout le monde passera par les réseaux sociaux pour trouver son agent immobilier local, là, il vaut mieux que tu sois déjà là, plutôt que tu t'y mettes à ce moment-là. Et c'est vrai que tu fais bien de le mentionner, la génération en dessous de nous, elle va sur TikTok pour choisir son restaurant, pour choisir son shopping, etc. On fait vraiment du shopping en ligne, ce qui n'est pas le cas de notre génération. Et du coup, si on a envie de s'adresser finalement à cette génération qui va arriver au moment d'acheter un bien immobilier, voire même de le vendre, il faut être déjà là en amont avant qu'ils arrivent et avoir déjà percé ou semi-percé au moment où ils seront dans la recherche d'informations. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait clairement au début avec TikTok. Déjà parce que je me suis dit, tous mes potes ne sont pas dessus, donc je peux faire ce que je veux sur ce réseau. On ne me verra pas. Moins peur de perdre la crédibilité de son entourage. Exactement. Mais au final, je me suis dit aussi, en fait, il n'y a personne qui y va. Allons faire une place là. Et comme ça, je serai le premier à avoir fait ça, quoi. Je crois que maintenant, l'agent immobilier qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui ne crée pas de contenu, il se tire une balle dans le pied pour le futur, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un aspect, parce que tu dis tu ne sais pas exactement si ça vaut l'investissement en temps que tu y mets, mais est-ce que tu sais vraiment relier un mandat à ton personal branding? Est-ce qu'à chaque fois tu poses la question aux personnes d'où elles viennent, est-ce qu'elles te connaissent précédemment, etc. Ou en fait simplement tu n'en parles pas, ils n'en parlent pas et si ça tombe tu as des mandats qui sont tombés via ça mais tu le sais pas? En fait il y a deux choses. Il y a une chose, c'est les gens qui passent la porte de l'agence ou qui m'appellent pour mettre leur bien en vente. Je sais qu'ils me suivent. Mais est-ce qu'ils m'ont découvert là-dessus? Je suis pas sûr. Okay. Par contre, il y a des gens qui m'envoient un message. Bonjour, je vais avoir un bien à mettre en vente dans X mois ou X semaines, j'aimerais bien que vous passiez chez moi. Là oui, clairement, je sais que c'est grâce à ça. Bien, ouais. Parce qu'ils ne savent même pas le nom de mon agence, ils me veulent juste moi. Après, c'est l'œuf ou la poule, et de manière générale, on sait qu'il faut 7 points de contact avant qu'une personne se décide à faire appel à un service ou à acheter un produit. Donc, c'est carrément cohérent par rapport à ce que tu dis. Ils ont vu les panneaux, ils ont vu l'agence, ils ont reçu un flyer, et ils ont vu 5 fois Terril. Bien sûr qu'à ce moment-là, ils se disent, mais ce gars, il est partout. C'est ce gars-là que je veux pour vendre ma maison. C'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, c'est un canal en plus de tout le reste. Donc, on parlait tout à l'heure de Winvest Belgique qui fait de la publicité de manière nationale. Moi, je fais mon petit sponsoring du club de tennis du coin, mais je suis présent à leur souper annuel et en même temps, je suis dans leur téléphone toutes les semaines, quoi. Donc, ça participe à tout ça. Léa, comment tu mesures l'impact du personal branding et de son retour sur investissement? Quels sont finalement les indicateurs à regarder? Parce que tu l'as dit, les likes, c'est pas suffisant. Les vues, c'est pas non plus suffisant. C'est quoi, selon toi, ce qui pourrait vraiment permettre de mesurer, OK, ça vaut la peine ou non? Je pense que déjà, il y avait ces statistiques un peu plus qualitatives qu'il faut prendre en compte. Mais si on met ça entre parenthèses, il y a vraiment les prises de contact qui en découlent. Et ça ne veut pas forcément dire un mandat, ou en tout cas pas dans un premier temps. Ici, je vais plus prendre l'exemple de John, parce que moi, c'est plus mon créneau, qui lui est plus dans son rôle d'entrepreneur. Alors, dans ce cas-ci, ça lui ouvre des portes, des contacts avec des personnes, des passages sur des podcasts, des passages dans des conférences, etc. Donc, en fait, pour moi, à partir du moment où il y a une prise de contact qualitative avec quelqu'un, pour un agent immobilier, ça peut être un client, ça peut être un investisseur, ça peut être voilà, peu importe. Ça ne veut pas dire que demain, tu vas encaisser la vente dans ton portefeuille, mais à partir du moment où tu as un premier point de contact avec cette personne, pour moi, le personal branding, il a déjà payé. C'est le pied dans la porte, en fait. Ouais, exactement. Ça te permet d'avoir un premier pied et alors, potentiellement, c'est quelqu'un qui, plus tard, fera une réelle conversion. Peut-être que pour John, ça sera un vrai partenariat pour Winvest, par exemple, qui pourra développer avec ces personnes. Donc,
voilà, chacun dans ce personal branding cherche un peu sa conversion. Mais pour moi, il ne faut pas s'arrêter à la conversion finale qui est j'ai signé. Il y a plein d'autres étapes avant qui sont déjà super quali et super intéressantes à prendre. Si tu arrives à trouver de la plus-value là-dedans, tu as déjà gagné avec ton personal branding. Geoff, est-ce que tu dirais que ça pourrait avoir un impact sur la négociation de tes honoraires, dans le sens plus on est identifié, moins on est comparé globalement? Oui, les personnes qui ne comparent pas parce qu'ils t'ont appelé toi, ils veulent toi, bah oui, ils vont pas beaucoup moins négocier tes honoraires, ça c'est clair. On passe sur du pratico-pratique et finalement les choses à mettre pour y arriver. Geoffrey, comment est-ce que tu organises ton planning de communication? En général, je me prends un moment dans la semaine où je tourne tout le contenu que je vais poster pendant la semaine ou les semaines à venir. Et après, je fais des choses aussi beaucoup plus spontanées. Avant, typiquement, il y a des choses que je postais en story et pas en réel. Maintenant, je poste beaucoup plus en réel ce que j'aurais posté en story. Un peu plus... Brut? Un peu plus brut, oui, c'est ça. Mais toujours en apportant une valeur, pas juste... Une banalité. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui apporte quand même de la valeur en conseil ou alors un nouveau bien à la mise en vente, etc. Donc, clairement, c'est plutôt se booker un certain temps, préparer à l'avance un petit peu les sujets qu'on veut parler, tout tourner et tout balancer par la suite. Où est-ce que tu trouves ton inspiration? Ah ben, je me le demande parfois. Parce que je me dis, après autant d'années à faire du contenu sur l'immobilier, à un moment donné, bah, j'aurais plus rien à dire. Et au final, mon inspiration, je la trouve dans ce qui se passe tous les jours autour de moi. Dans ton quotidien d'agent immobilier, finalement. Les anecdotes, j'ai plusieurs agents qui m'entourent. Donc, les anecdotes qu'eux ont, moi, je vais les transmettre sur mes réseaux. Mes anecdotes à moi. Puis après, je pense à un sujet qui est peut-être parfois plus pointu. Je me dis, tiens, comment je peux transmettre ça pour que ça paraisse agréable à entendre et à voir dans un Reels ou quoi que ce soit. J'y arrive toujours un petit peu, surtout avec du storytelling ou alors avec quelque chose de plus dynamique. Mais l'accroche, c'est le plus important, ça c'est sûr. Yes. Léa, comment ça se passe de ton côté? Alors, collaboration. C'est un vrai travail d'équipe avec John parce que malgré tout, je ne suis pas dans sa vie. Donc, il y a l'aspect où je suis quand même au quotidien au bureau avec lui. Donc, parfois, il a des petites phrases ou quoi qui vont ça peut être intéressant à développer dans un post. Et puis après, évidemment, j'attends qu'il vienne avec aussi du contenu qu'il a envie de partager. Et là, par contre, c'est exactement pareil que toi, Geoff. C'est vraiment genre son quotidien. Une conférence à laquelle il a été et quelqu'un lui a dit quelque chose et ça l'a marqué, il veut réagir. Son quotidien de manager, d'entrepreneur, d'expert d'immobilier, d'investisseur. Enfin, il a beaucoup de casquettes, donc heureusement pour nous, ça nous donne beaucoup de choses à aborder. Mais voilà, il y a vraiment à aller piocher dans plein de petites choses sans que ça devienne... on en parlait parfois, il y a un peu ces influenceurs LinkedIn qui trouvent un sujet philosophique à dire sur tout et n'importe quoi du quotidien. Je pense qu'il faut essayer de ne pas tomber là-dedans. Et honnêtement, c'est pas facile. Hein. On se rend compte que là, ça fait plus un an et demi qu'on fait son personal branding ensemble. Et parfois, voir la limite entre j'apporte une vraie plus-value à ma communauté vs j'ai juste envie d'en parler parce que peut-être que c'est un peu ego boost ou peut-être que c'est on se dit que ça peut être intéressant et en fait quand on y réfléchit et qu'on prend du recul on se dit pas non, qu'est-ce que ça va apporter. Cette balance là après plus d'un an, continuer à se challenger, c'est super important parce qu'on veut pas tomber là-dedans, mais voilà, la source d'inspiration reste quand même le quotidien. Il faut juste savoir se dire ok, là c'est vraiment du quotidien banal de chez banal et je suis en train de chercher à dire quelque chose, donc c'est que ça n'a pas d'intérêt. VS là c'est du pain béni qui me tombe sous la main, donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à raconter, quoi. Je pense que ça vaut le coup d'aller un cran plus loin dans le fond des publications. Je me rappelle qu'au moment de préparer ce podcast, tu disais ne pas dire ce que les gens peuvent déjà trouver sur Google ou sur ChatGPT. C'est exactement ça. À partir du moment... le but, malgré tout, c'est quand même de répondre à des questionnements de sa communauté. Par exemple, je reprends encore ici John, mais qui a un côté entrepreneur. On parle beaucoup d'entrepreneuriat. L'idée, c'est d'échanger avec des entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que lui, à qui il peut potentiellement apporter son expérience, etc. Donc ça, c'est un fait, on essaye de répondre à une problématique. Mais à partir du moment où on répond à une problématique de la même manière que Google pourrait le faire, alors on a perdu tout l'intérêt du post. Ici, ce que nous, on essaye autant possible de faire, c'est vraiment de se positionner. Parfois, ça ne plaît pas. On a des réactions qui ne sont pas agréables et c'est un fait et ça fait partie aussi malheureusement du jeu des réseaux sociaux. Mais il faut se positionner, il faut donner son opinion, il faut donner son expérience. Et voilà, c'est un peu parfois se mettre à nu, c'est pas toujours agréable, mais ça fait partie du truc. Oui, ça fait réagir, parfois positivement, parfois négativement, mais au moins, il y a eu quelque chose qui a pu être tiré de ce post. Ça crée des émotions en fait. Oui. Exact. C'est ça au final. Hein. Sur les réseaux, LinkedIn ou autres, il faut créer de l'émotion. Et comme tu dis, parfois on ne plaît pas à tout le monde par rapport à ce qu'on dit, mais c'est justement ça. Il y a des gens qui nous suivront pour ça et qui vont s'accrocher à notre personnalité pour ça, parce qu'on a ce positionnement, on a cet état d'esprit. Pour en venir au tout début de ta question aussi, pour trouver de l'inspiration, etc., moi je pense qu'il faut documenter un peu sa vie, mais aussi répondre aux questions que j'ai tous les jours ou tous les 2 jours.
Là, je me dis, OK, en fait, il y a vraiment une problématique où, par rapport à une actualité, exemple, les 3% en Wallonie, j'ai reçu 1000 questions, donc hop, OK, j'en fais un post parce que je sais que ça va plaire aux gens. Et je donne mon ressenti par rapport à cette actualité. Oui, c'est ton ressenti, c'est pas juste chercher les informations factuelles, le passage de 12,5 à 3%. Voilà, c'est ça. Si j'explique juste ça, ben oui, là, toute la presse en a parlé, merci. Mais avoir mon ressenti à moi sur le marché, comment j'aborde les choses, les propriétaires que je rencontre quand ils me parlent de ça, qu'est-ce qu'ils en disent. Et voilà, ça, je pense que ça intéresse beaucoup plus les gens. Du coup, puisque l'idée, c'est de ne pas être trop lisse, pas trop factuel, mais d'apporter un angle, comment on détermine le ton adopté? Léa, clivant, pas clivant, globalement, comment vous êtes positionné? Tu disais que parfois, les réactions n'étaient pas celles que vous aviez escomptées. C'est positif, c'est négatif? Est-ce que tout buzz est bon à prendre, qu'il soit bon ou mauvais? J'ai envie de te dire, ça dépend de qui tu es. Il y a des influenceurs qui sont prêts à prendre tout buzz et dans ce cas-là, tant mieux pour eux. Ici, on cherche quand même à servir WeInvest malgré tout. Donc, l'idée n'est pas que la personne desserve à la marque. Donc, bad buzz, on n'est pas hyper friand de ça. Donc, le créneau qu'on prend, c'est de dire les choses telles qu'on les pense, parce que finalement, ça reste quand même l'objectif du truc. Mais on cherche pas la polémique, tout simplement. Alors, si elle se crée malgré nous, voilà, c'est pas de chance et on le saura pour la prochaine fois. Mais on n'est pas à la recherche de la polémique. Par contre, on va dire ce que John a envie de dire, il va le dire clairement. Et parfois, la réponse aux avis polémiques permet de couper la polémique. Nous, on a déjà eu... là, je me détache un peu du personal branding de John, mais je parle plus de manière générale avec le compte de WeInvest, parce que malgré tout, les agents immobiliers... pas toujours très apprécié, donc on a des commentaires négatifs sous les publications. Et ça m'arrive, je prends le temps de répondre vraiment à un long commentaire. Voilà, je passe du temps à le faire. Et honnêtement, j'ai plusieurs fois eu des personnes qui m'ont répondu « Oh, merci pour d'avoir clarifié les choses, effectivement, bonne journée. » Et en fait, là, tu te dis... Parfois, la polémique, elle vient de l'incompréhension ou elle vient d'une appréhension négative. Et puis, en fait, quand la personne que tu attaques te répond sans agressivité en retour, de manière hyper constructive, tu te dis, je suis tout seul dans mon énervement et dans ma haine. La polémique n'a pas lieu d'être. Et il y a des gens qui le reconnaissent et qui disent simplement, vous avez raison, merci, désolé, quoi. Non, c'est clair. Et moi, avant, je supprimais les commentaires négatifs. Maintenant, quand j'en ai, j'adore ça. C'est un petit plaisir du matin, les petits commentaires négatifs. Parce que ça me permet de débattre sur un sujet que j'aime et ça me permet parfois de changer les idées de certaines personnes et parfois on est peut-être juste pas d'accord, mais au moins j'ai répondu à la personne, j'ai donné mon avis. Après, quand c'est des messages très négatifs et que tu sais rien répondre, ça j'en joue un petit peu, peut-être juste en leur donnant une petite pique, mais sinon j'adore débattre comme ça en commentaire, ça peut être parfois très, très sympa. Ouais, totalement d'accord avec toi. Peut-être un dernier conseil pour trouver de l'inspiration et un bon angle avant de passer sur la suite, c'est de dire aussi prendre les problématiques de ses clients, parler plus de l'autre avant de parler de soi. Et ça, je pense que c'est important, malgré qu'on parle de personal branding et qu'on essaie de se mettre soi en valeur, c'est pas nécessairement parler de soi, c'est parler de ce qu'on a pu rencontrer dans sa vie de tous les jours et comment on a pu résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, tu dois savoir qui tu es, qui tu sers et comment tu sers ces personnes-là. Mais quel est son problème? Comment moi je vais répondre à son problème? Parce que si tu es là à dire moi je suis super professionnel, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ok, on aurait pu le lire sur ton site, on aurait pu le voir sur tes publicités, mais moi je veux savoir comment tu vas m'aider en fait. Pour n'importe quoi, je pense que les créateurs de contenu sont parfois suivis parce qu'ils apportent de la valeur, que ce soit du divertissement, des solutions à leurs problèmes, etc. Mais si c'est juste pour faire de la publicité, fais de l'ads alors et puis c'est tout quoi. Si tu veux te mettre toi en avant, tu dois montrer qui tu es pour les aider et qu'est-ce que tu vas mettre en place. Si on passe sur la forme et des canaux cette fois, est-ce qu'il y a une fréquence de publication idéale? Tu parlais tous les jours et que tu as un peu abandonné ce créneau. Maintenant, je pense qu'il faut d'office y tenir 2-3 fois semaine, je pense. Ça, c'est mon avis. Léa, toi, tu es à moins. Je suis à moins, ouais, mais je pense qu'il y a la théorie et il y a la pratique. En théorie, je suis totalement d'accord avec toi, même je pense que c'est encore plus valorisé par la théorie. Et puis il y a la pratique qui est, pour moi, il faut tenir sur du long terme. Et donc, en fait, tu dois choisir le rythme qui fait que tu vas tenir sur du long terme. Se connaître, en fait. Exact. C'est ça, mais maintenant, il y a une tendance qui émerge ici, début 2026, c'est poster 8 fois par jour, quoi. Quel enfer. Le créateur de Fréchéo, Marvin, lui, il poste parfois 10 fois par jour, quoi. Mais il fait des millions de vues, il a énormément de visibilité, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il filme toute sa journée. Il a
au lieu de penser quelque chose dans sa tête, mais il va le dire face à sa caméra, il va le poster, quoi. Et avec, sur du live stream, en fait. C'est quasiment ça. Ouais. Mais là, il vient de faire 30 heures de live. Donc, ça te donne un peu le profil. Et là, du coup, on en vient à le fait de déléguer son personal branding, parce que j'imagine qu'il a une armée derrière lui qui crée tout ce contenu pour lui. C'est possible de déléguer totalement son personal branding? Non, clairement pas. Et alors, pourquoi faire du personal branding si, dans tous les cas, ça n'a rien de personnel? T'imagines si on fait un post pour John et qu'en fait, quelqu'un le croise demain dans la rue et lui dit « Ah, ton post sur ceci » et que John, il sait même pas ce qui vient de se passer. Non, honnêtement, déléguer, oui. Je comprends, tout le monde n'est pas marketeur et tout le monde n'a peut-être pas ta passion que tu peux avoir aussi dans le personal branding. Donc, c'est totalement OK de se faire accompagner. Mais par contre, déléguer complètement, il y a un moment donné, moi, je ne vis pas la vie de John, donc je ne pourrais jamais apporter du contenu aussi quali si j'étais pas en discussion avec lui régulièrement, enfin, du coup, toutes les semaines. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne et honnêtement, je n'imagine pas changer de technique. Honnêtement, si j'ai pas son input, bah alors je vous raconte ma vie, quoi, et je le fais sur mon compte, quoi. Voilà. Où est-ce qu'on publie, globalement? Est-ce que finalement chaque audience ou chaque réseau social a son audience, a sa cible, et laquelle privilégier en tant qu'agent immobilier? Tu parlais tout à l'heure de TikTok et tu dis tiens, c'était une mauvaise stratégie de ne faire que TikTok. Ben oui, tu as vraiment des publics différents, mais si tu réfléchis bien, tu te casses la tête à faire une vidéo. En fait, la vidéo, tu l'as. Donc, que tu la postes sur Instagram ou TikTok, fais les deux. Fais même LinkedIn si c'est... relevant. Oui, c'est ça. Si ça peut apporter de la valeur de ce côté-là aussi. Mets-la sur YouTube en short. Mets-la partout, en fait. Parce que tu as travaillé pour la faire. Ben, ton retour sur investissement doit être le maximum possible aussi. Donc, poste-le partout. Okay. Ça ne sert à rien de se contenter de dire « Ah, ben moi, je suis plus quelqu'un de TikTok, je suis plus quelqu'un d'Instagram. » C'est un mauvais choix que j'ai fait à la base parce que moi, je voulais juste me cacher au début. Je voulais « Ok, personne ne va me voir, je suis sur TikTok et je plais à des gens sur TikTok, donc voilà, je reste là. » Mais au final, non. Passer le cap, pouvoir se montrer, c'est parfois difficile, mais il faut, une fois qu'on se lance dedans, et je pense qu'il faut le faire maintenant quand tu es indépendant et que tu veux porter, tu as quelque chose à vendre, un service ou quoi que ce soit, il faut y aller à fond partout, quoi. Est-ce qu'on publie exactement la même chose sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube, sur... Je vais peut-être me contredire un peu, mais sur TikTok, je me sens beaucoup plus libre que Instagram. Parfois, j'essaie d'être quand même un peu plus... Avant TikTok, Instagram, j'essayais d'être très qualitatif. Et TikTok, je mettais des choses peut-être un peu plus spontanées ou moins prises de tête. Que maintenant, je fais l'inverse. Mais par contre, quand c'est très, très, très fun, pas se prendre au sérieux à 2000%, je mets juste sur TikTok. D'accord, donc tu as quand même une barrière. Une légère qui commence à tomber de plus en plus, mais voilà. Oui, je pense parfois ces posts de nouveau LinkedIn où tu peux avoir des commentaires, c'est pas Facebook ici, tu vois, quand ça devient un peu trop personnel et pas assez professionnel. Et j'étais là, oui, enfin, globalement, les frontières entre les réseaux sociaux, elles s'effacent aujourd'hui. Bah oui, moi LinkedIn, je réfléchis beaucoup avant de poster sur ce canal-là, parce que je veux justement ne pas être trop fun ou autre, parce que pour manquer de crédibilité, parce que c'est très B2B. Maintenant, le groupe Meta, Facebook, Instagram, oui, il y a des choses que je mets sur Instagram. D'office, les gens sur Facebook, ils vont pas comprendre, certains. Parce que c'est un peu plus vieux, la moyenne d'âge est plus haute. Après, si ça leur plaît pas, ils scrollent et puis c'est tout. Donc au final, je m'en fous, je poste ça partout. Ça plaît pas, tant pis pour eux. Tiens, une autre question qui me vient en tête. Page ou profil uniquement pro ou un mix pro et privé? Moi, c'est le mix. Le mix, hein. T'as pas de compte annexe juste pour ta vie privée? Non, parce que dans personal branding, il y a personnel, donc il faut que ce soit ta personnalité. Et j'ai pas envie de plaire à tout le monde et d'avoir plein de gens qui me suivent. Pour moi, je veux vraiment que ce soit qualitatif, avoir un réel lien. Ici, par exemple, avec Batibo, je reçois des messages, j'envoie des places aux gens, etc. Parce que pour moi, ils sont là, ils m'apportent quelque chose, quoi. Leur petit like à chaque fois, leur petit commentaire, pour moi, créer un lien, c'est aussi pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Ouais, je te voyais hocher la tête. Ouais, déjà entre page et profil, pour revenir là-dessus, clairement profil. On est sur du personal branding, on est sur l'humain. Si tu ouvres une page, pour moi, alors tu fais un peu step back par rapport à l'objectif du personal branding et tu reviens sur un aspect, c'est mon personal branding, mais je suis quand même une entreprise. Je trouve que ça remet une distance. En fait. Ouais, exactement. Et je pense que de toute façon, de manière générale, on le ressent, je trouve, les pages performent moins que les profils parce que du coup, tu perds reconnu. Ouais, exactement. Donc page, profil pour le personal branding, mix complètement aligné avec Geoffrey. Il faut que ton personal branding ait une dimension supplémentaire par rapport à la page de l'agence locale. Si tu ne publies que du pro, en fait, publie-le sur la page de l'agence. Donc, il faut une bonne balance entre les deux. Le privé qui est OK d'être montré à des clients, parce que ça reste quand même une relation professionnelle, pour moi, doit clairement se retrouver sur le même compte. Oui, c'est ça, tout à fait. Et les stories privées. Vous êtes dedans, d'ailleurs, dans mes amis proches. Vous avez remarqué, mais voilà. Et t'en publies pas énormément. J'en publie pas énormément, mais en fait, je filtre mon contenu privé. Oui, c'est vrai que
une erreur qu'on constate quand même assez régulièrement, c'est les personnes qui s'effacent derrière une marque ou une identité graphique, qui ont tendance à en faire trop. Et là, on perd un peu ce côté authentique dont on parlait tout à l'heure. Globalement, une personne qui va faire ça dans son personal branding, il fonce droit dans le mur. Déjà, les gens préfèrent l'authenticité que quelque chose de trop léché. Et puis, ils en ont un peu marre des marques. Ils veulent de l'humain et pas des hommes sandwich, globalement. Ouais, et on le ressent hyper fort dans les visuels. Je serais prête à faire le test de poster un selfie, pardon, juste comme ça d'équipe, VS de poster la même photo, mais en mode travaillé avec un montage fait par la graphic designer que je respecte beaucoup. Mais je pense que malgré tout, la photo authentique prise en mode selfie va mieux fonctionner que la super belle photo qui sera posée, qui sera trop réfléchie. C'est plus ce qu'on recherche à la base. Instagram, c'était la plateforme du beau, du parfait. Et en fait, maintenant, une des tendances qui avait pris énormément d'ampleur, c'était le Insta vs Reality. Les gens en avaient un peu marre de cet aspect trop parfait. Et je crois que c'est en train de se généraliser à la plupart des plateformes. TikTok et je pense que c'est pour ça que tu le disais, c'est un peu l'endroit où tu te sens plus libre et tu peux faire un peu plus ce que tu veux. TikTok, ça a été vraiment le réseau social qui a lancé, je trouve, ce souffle de... Ça peut être moche tant que le contenu est quali ou que le contenu est intéressant, etc. Et je trouve qu'on le ressent de plus en plus, même sur Insta, qui de base avait pris complètement le contre-pied de ça, même sur Facebook, etc. Donc, maintenant, le média de l'image, c'est Pinterest, finalement. Oui, exactement. Là, c'est encore très léché, etc. En tout cas, sur mon feed, c'est nickel, c'est des appartements témoins, etc. C'est des vacances parfaites. Par contre, effectivement, les autres réseaux sociaux, on en a marre de voir des choses trop parfaites. Ouais, c'est là où je disais tout à l'heure que ce que je postais avant en story, en fait, je le poste de plus en plus en Reels parce que... Et c'est OK. Voilà. Parfois, ça fonctionne encore mieux. C'est beaucoup plus spontané, c'est beaucoup plus moi aussi. C'est beaucoup moins cut sur cut sur cut avec zoom, avec effet, etc. Donc, je pense que les gens ont plus trop envie de se prendre la tête avec quelque chose de travaillé. Mais du moment qu'il y a un bon hook, tu peux rester naturel derrière aussi. Attention, la qualité derrière doit être bonne quand même. Oui, non, c'est ça. Mais je pense que quelque chose où tu te filmes dans ta voiture, tu expliques une anecdote comme ça à face cam, fonctionnera mieux que si tu la travailles, tu dis OK, comment je vais dire mon script, et que tu as des phrases sorties de l'IA et que ça s'entend, etc. Tu vas perdre toute cette spontanéité et cette vérité, quoi. J'ai envie de clôturer avec un petit vrai ou faux pour tordre le cou à certains préjugés sur le personal branding. Vous êtes prêts? Prêt. Il faut être extraverti pour avoir un personal branding fort. C'est faux. C'est faux, oui. Surtout que tu n'es pas spécialement le plus extraverti. Oui, ça dépend de l'heure. Non, mais c'est clair que je pense qu'il y a des gens qui sont hyper timides, mais qui sont hyper calés dans leur domaine. Ils en parlent sur les réseaux sociaux, ils font des scores de fou, quoi. Si je suis déjà bon, le personal branding est secondaire. C'est faux. C'est faux. Pour moi, c'est un petit peu comme avant, les gens qui se reposaient sur la publicité d'avant, ils voient certaines choses arriver. Oh, une page Facebook, on n'en a pas besoin, ça fonctionne. Et au final, ceux qui ont une page Facebook après vont voler tout leur potentiel lead. Le personal branding, c'est parler de soi. Oui et non. Vrai et faux, ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y a du soi et il y a du problème de l'autre. En fait, c'est parler de soi pour mettre son expérience au profit des autres, je dirais. Donc, un peu oui, un peu non. C'est très bien dit. Il faut publier tous les jours pour être crédible. Non, t'as pas besoin de ça pour être crédible. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Après, c'est un gros rythme, mais si tu y arrives, pourquoi pas. On peut avoir un bon personal branding sans vendre. Oui. Vrai. Tous les gens qui veulent être influenceurs sans donner de la valeur, ils y arrivent. Le personal branding influence directement sur les honoraires. Je ne sais pas répondre à cette question parce que moi, j'ai pas forcément augmenté. Parce que j'ai X personnes qui me suivent sur les réseaux, j'augmente mes honoraires. Pour moi, c'est pas justifié. Même si je vends parfois plus vite grâce à ça, pour moi, c'est pas justifié. D'accord. Pas besoin de personal branding quand on est déjà soutenu par une marque forte. Du coup, on l'a vu, c'est faux. Je pense que Winvest est une marque forte. Pour moi, c'est faux. Et justement, si tu as une marque forte derrière toi, vas-y, lance-toi encore plus pour ton personal branding parce que tu as un matelas de sécurité et encore un matelas avec des gros ressorts qui vont te permettre de monter beaucoup plus haut. Ouais. Et j'irais même jusqu'à dire que finalement, il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de rejoindre un réseau parce qu'ils ont peur de ce côté trop contraignant et de ne pas pouvoir s'exprimer au sein de la marque, de perdre leur identité. Mais finalement, c'est le personal branding qui permet de s'exprimer au sein d'un groupe. Chez nous, oui, on prend la personne. Moi, je le dis, vous avez tous une personnalité différente. Vous avez tous les outils ici pour vous mettre en avant. Allez-y, mettez votre personnalité en avant. Toi, tu es plutôt comme ça, vas-y, va dans ce créneau-là. Tout en gardant une ligne de conduite, évidemment. Mais c'est la personne qu'on veut voir en avant, pas un logo au-dessus d'un corps, quoi. Le fameux homme sandwich. Ouais, c'est ça. Il faut être clivant pour réussir son personal branding. Faux, mais tu dois donner ton avis, mais pas jouer là-dessus, pas jouer que là-dessus, ça. Non. Un agent discret peut avoir un personnel plus fort qu'un agent très visible. Oui, s'il joue correctement avec les codes. Parfois, parler trop fort, ça ne sert à rien. Oui, tout à fait, vrai. Et puis la petite dernière, plus je veux plaire à tout le monde, plus mon personal branding s'affaiblit. Vrai.
J'aurais tendance à dire vrai aussi. C'est un peu l'aspect niche d'arriver à cibler à cibler un secteur très précis. Ben, du coup, tu as beaucoup plus de force et beaucoup plus de crédibilité là-dedans. Donc, assez d'accord. Ouais, tout à fait. Super, bah écoutez, moi j'ai fait le tour. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. C'était Merci. ultra enrichissant. J'espère que ça va plaire à notre audience. Et on se retrouve très vite pour un prochain sujet. Merci à toi. Merci à toi.